Entre le moment où ce film a été tourné et aujourd'hui, Fidel Castro est mort, le 25 novembre 2016. Mais Cuba s'était depuis 10 ans habitué à vivre sans Fidel. Et Donald Trump est devenu président des États-Unis. Remettra-t-il en cause la normalisation des relations avec Cuba décidée par Obama ? À Cuba, le débat sur l'avenir de l'île, tel qu'il existait lors de notre tournage au printemps 2016, continue d'animer le pays et ses habitants. Nuevita Puerto Mar. Ahí está. Septeto veneno. Caballero, yo creo que esto se trancó. ¿Sí? Esto se trancó, no, esto lo que está es aburrido, que lo que hace falta es una cuarta persona para poder jugar en pareja, que si no así no hay que jugar. Papi, mire ese hombre que está ahí atrás, como se parece a Obama. No se parece a Obama, es Obama. The real Panfilo. Oh, Mucho gusto. De Real Obama. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, how are you? No lo puedo creer, Obama. Good to see you. The real Panfilo, I said I would see you in Havana. Sí, Obama, Obama. So nice you came to Havana. That's a beautiful song. Thank you so much. You guys are playing dominoes. Sit down, sit down, sit down. You know, I've always wanted to learn how to play dominoes. Dice que le hubiera gustado aprender a jugar dominó. Ah, pues le enseñamos, le enseñamos. Okay, so what's the trick here? How do you Es play? fácil, se aprende fácil. You can play domino anytime. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Ce jour de mars 2016, les Cubains regardent comme d'habitude l'émission très populaire de l'humoriste Panfilo. Ils ne s'attendent certainement pas à voir débarquer dans leur foyer le président Obama, symbole de la puissance jusque-là adverse. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. We will begin to normalize relations between our two countries. Véritable coup de théâtre, le 17 décembre 2014, Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques. Le même jour, comme premier acte du dégel, les deux pays échangent les prisonniers accusés d'espionnage, Alan Gross, l'Américain, et les 5 Cubains. En janvier 2015, 53 autres prisonniers cubains sont libérés par la Havane. En mai 2015, Washington retire Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. En juillet 2015, les ambassades respectives sont réouvertes. Et pour la première fois depuis plus de 80 ans, en mars 2016, un président américain se rend à Cuba en visite officielle. En écho à cette nouvelle ère, ce soir du 25 mars 2016, c'est avec les Rolling Stones que les Cubains font la fête. Arrivé à Cuba en ce mois de mai 2016, réaliser une photographie du présent, c'est se glisser dans une réalité mouvante, incertaine.
Dans cet instantané où le monde ancien s'efface peu à peu, comment les Cubains voient-ils leur devenir? Comment pensent-ils les bouleversements économiques et sociaux de ces dernières années? Comment vivent-ils l'arrivée de cet autre monde qui débarque pour la première fois sur l'île? Le changement, oui, mais derrière ce mot magique, chacun a ses propres rêves. Et pourtant, s'il y a un souvenir que les Cubains ont en commun, c'est le traumatisme vécu dans les années 90. On ne peut pas comprendre la crise économique persistante et les réformes actuelles sans remonter à leurs origines, lorsque la chute de l'URSS frappa le pays de plein fouet. Du jour au lendemain, la population cubaine, habituée à une certaine aisance, subit une pénurie généralisée. Manque de transport, d'électricité, de pétrole, malnutrition. Pour faire face, Fidel Castro explique aux Cubains que certaines concessions faites au capitalisme s'avèrent nécessaires pour sauver la révolution. Et son ministre de l'économie, dans cette période, a réussi l'exploit de mettre en place une économie de survie. Que se passe-t-il à l'été 90? Le gouvernement soviétique décide que toutes ses relations économiques avec l'extérieur, dans le cadre d'un processus de réforme du marché, se feront au prix du marché mondial et en monnaie librement convertible. Cela a complètement changé la donne pour nous. Passer d'un accord et d'échanges effectués en roubles et avec des tarifs préférentiels pour se retrouver soudainement confronté au prix du marché mondial et en devises, ça a tout changé et ça a laissé Cuba dans une situation très grave. Le tourisme est devenu la locomotive de l'économie dans les années 90. Cette année-là, nous avons reçu environ 300 000 touristes. Ce secteur ne s'était pas ouvert davantage parce que nous en connaissions les risques en termes de prostitution, de drogue, de transmission des maladies. Cela avait un coût, mais le pays n'avait pas d'autres alternatives s'il voulait trouver des recettes rapidement. Le développement du tourisme n'a pas été la seule décision que le pays a dû prendre à contre-cœur. D'autant plus que les États-Unis, espérant donner le coup de grâce, ont choisi cette période pour durcir leur embargo. À cette époque, nombre d'intellectuels et artistes ont quitté le pays. D'autres ont choisi de rester. Pour notre génération, la génération née au début des années 60, cette génération née avec la Révolution, comme on dit, tout ce que la Révolution faisait, elle le faisait pour nous. C'est pourquoi la crise des années 90 marque une cassure. C'est un coup dur pour nous, pour nos projets de vie, nos projets personnels, familiaux, professionnels. La fin du XXe siècle a été un drame pour ce pays. Il s'est produit un tremblement de terre unique, je pense, dans le monde. Nous avons tout perdu du jour au lendemain. Ça a été très rapide, c'est pourquoi l'impact a été extraordinaire. Nous en sommes un peu sortis économiquement, mais ce fut un vrai fardeau. Un fardeau qu'il faut rappeler car il est en rapport avec les changements actuels et les réformes à Cuba, qui sont la conséquence de ces 20 ans de privation. Nous avons beaucoup plaisanté dans ces années difficiles. Nous, Cubains, disons toujours que nos 3 problèmes majeurs sont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est un problème récurrent que nous connaissons à Cuba. Voilà pourquoi nous devons absolument faire ces réformes. Depuis le choc des années 90 et pendant 20 ans, diverses réformes ont été tentées, mais aucune n'a réussi à relancer l'économie. En 2011, après un long débat, Raúl Castro amorce de nouvelles règles du jeu au 6e congrès du parti. Nom de baptême officiel de la nouvelle étape, actualisation du socialisme. Ces mesures autorisent l'extension du secteur privé et une participation accrue à l'économie de marché. Si les réformes sont unanimement jugées inévitables,
les visions des économistes divergent sur les priorités. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le Congrès a insisté sur plusieurs points et essayé de changer des concepts qui, dans le contexte actuel, semblent totalement obsolètes. Par exemple, faire croire que l'État peut prendre en charge efficacement toutes les activités économiques d'un pays et qu'il est le mieux placé pour le faire, c'est un mythe qui peut se comprendre dans un moment historique particulier, mais qui est maintenant complètement dépassé. Pour voir le symbole de ces temps nouveaux, il faut aller à 40 km de La Havane, au port de Mariel. Une œuvre gigantesque et ambitieuse, construite avec l'aide du Brésil et ouverte en 2014. La véritable bascule économique de Cuba est là, dans cette enclave qui s'inspire des réussites de Singapour ou de la Chine. Une zone spéciale qui doit accueillir en priorité les investissements internationaux. À terme, l'espoir de devenir le plus grand port commercial de la région. Le port dispose de 702 mètres de quai. Il peut traiter annuellement 800 000 conteneurs. Cette opération est la première étape d'un projet destiné à doter le port de 2400 mètres de quai et de la possibilité de traiter 3 millions de conteneurs par an. Nous avons déjà recueilli 772 millions de dollars d'investissements nationaux et étrangers pour ce projet. Un cadre spécifique et une politique adaptée ont été mis en place pour attirer les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. Le pays n'a pas le choix. Il faut trouver en urgence 3 milliards de dollars pour surmonter la crise. Mais on est loin du compte, avec à peine 1 milliard déjà investi, malgré l'engagement du Mexique, du Canada et d'entreprises françaises comme Pernod Ricard, qui produit le rhum Havana Club, et Bouygues, qui a remporté l'appel d'offres de l'aéroport de La Havane et qui construit des hôtels de luxe. Mais l'appel aux capitaux privés et étrangers rencontre des obstacles qui poussent certains économistes à préconiser des réformes plus radicales. Le secteur public à Cuba est très important. Il faut se souvenir que nous venons d'un modèle de socialisme dans lequel on considérait que l'État devait avoir une position prédominante. Aujourd'hui, dans le processus de transformation, il est clair que l'État doit se désengager, car ce niveau de monopole extrême est en contradiction avec l'efficacité économique. Toute l'incertitude de Cuba aujourd'hui est là. D'un côté, l'ouverture, le drapeau américain, les Rolling Stones et l'immense port de Mariel. De l'autre, un attachement à des concepts anciens et la peur de voir s'effondrer un régime avec ses privilèges et ses avantages. Pourtant, le secteur privé s'est déjà taillé une large place. Avant les réformes, 100% des salariés étaient employés par l'État. Aujourd'hui, 29% travaillent pour le secteur privé dans le domaine des services. Ce sont eux, évidemment, qu'Obama a voulu rencontrer lors de sa visite. Et depuis son échange avec le président, Papito le coiffeur est devenu une vedette. Sí, buenas tardes. Señor presidente, mi nombre es Gilberto Valladares. Todos me dicen Papito. Soy peluquero, soñador y sin pelo. En el año 1999 tomé una decisión importante en mi vida y fue pasar del sector estatal al sector privado. En ese momento histórico, el 95% de los peluqueros eran del sector estatal. Hoy, el 95% de los peluqueros son del sector privado. Muchas gracias. Gracias, Pepito. Y uno de los temas que esperemos que ese movimiento cuentapropista pueda generar mayor capacidad para que estas pequeñas empresas que comienzan puedan crecer
No va a pasar en 24 horas, pero eso es algo que nos gustaría ver a futuro y alentar. Nous avons connu des moments difficiles au début. Le secteur privé a eu du mal à trouver sa place dans la société. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Le secteur privé s'est développé et a su s'intégrer dans la société cubaine. C'est important, parce que les gens qui sont partis pour des raisons économiques peuvent ainsi revenir et monter leur entreprise ici. Cela a entraîné un changement d'esprit chez les Cubains expatriés, qui sont nombreux à revenir aujourd'hui. Papito apporte sa contribution en enseignant gratuitement son métier. Il fait partie des chanceux de l'ouverture. Et son salon de la Vieille Havane accueille une clientèle de nouveaux riches, comme disent aujourd'hui les Cubains. Beaucoup de gens, comme les sympathisants de gauche et de la révolution cubaine, sont inquiets. Ils pensent que l'on avance résolument vers le capitalisme. Pendant de nombreuses années, on a considéré les concepts comme inamovibles. On ne peut pas changer ça, car c'est le socialisme. Mais aujourd'hui, il est temps de les remettre en cause. Il faut dépasser la notion précédente de socialisme et se diriger vers un socialisme du possible à Cuba aujourd'hui. Une des alternatives possibles pour actualiser le socialisme est de transformer des entreprises d'État en coopératives autogérées. La coopérative textile Coptex a fait le saut en 2012 et n'a cessé de grandir depuis. Elle emploie aujourd'hui 28 couturières. L'évolution la plus simple serait la privatisation. Mais que se passerait-il pour tous les travailleurs à qui le patron dirait « Ces gens sont trop vieux, ils portent en eux tous les défauts du secteur public, je n'en veux pas ». L'État devrait prendre soin d'eux, de leur famille. C'est pourquoi transformer les entreprises d'État en coopératives, c'est pour moi quelque chose de très pragmatique. Je ne vois pas ça comme une illusion utopique de vouloir construire un socialisme communautaire. Les valeurs qui sont mises en avant ici sont tout à fait compatibles avec l'idée de poursuivre la construction d'une société solidaire et juste, dans laquelle les revenus sont redistribués en fonction de la contribution de chacun au travail, et non pas, comme cela se passe dans d'autres pays, en fonction du capital investi. Bueno, el anticipo de ahora en comparación con lo que nosotros teníamos antes un salario cuando pertenecíamos a otra empresa muy malo. En comparación ahora es distinto por completo, un promedio de 2.000 pesos y puede ascender a 5.000 y 6.000 pesos en dependencia de cómo esté la producción en el mes, ¿ve? Porque puede variar en dependencia de la producción que estemos haciendo. Un cambio total absoluto, ¿ven? En lo que éramos antes a lo que somos ahora. Les coopératives sont une des voies possibles, mais elles restent minoritaires. La tendance conduit à l'élargissement du secteur privé. Mais jusqu'où aller dans un pays où le tout-État reste un des symboles intouchables de la Révolution ? Il n'y a pas de processus de privatisation des entreprises d'État à Cuba. Ce qui se passe ici, c'est un processus d'ouverture et de promotion visant à faire émerger de nouvelles entreprises non étatiques. La participation de l'État reste fondamentale. Il contrôle toujours 60% de l'économie, dont les secteurs stratégiques, celui des matières premières, tels le nickel et le sucre, celui des exportations de services, telles les missions médicales. Le tourisme, lui, est placé sous la direction des forces armées. L'État pèse encore de toute sa puissance, comme dans les pires moments de la crise, où il a continué malgré tout à soutenir la recherche, notamment en biotechnologie. Comme un écho aux paroles de Fidel Castro qui prédisait dès le début de la Révolution une nation de scientifiques,
Les succès du secteur public de la médecine et des biotechnologies sont jusqu'à maintenant un motif de fierté nationale pour les Cubains. Dans la biotechnologie, il est rare, même pour les sociétés américaines aujourd'hui, de se financer par ses ventes propres. Moins de 20% des entreprises sont dans ce cas. Les autres sont financés par la vente d'actions sur le marché boursier, en faisant alliance avec des multinationales grâce à certains dispositifs financiers ou par la recherche de subventions. Le financement par la vente de ces produits ne concerne donc que 20% des entreprises de ce secteur. La biotechnologie cubaine fait partie de cette élite. Nous n'avons pas attendu les relations avec les États-Unis pour développer ce secteur. Le secteur de la biotechnologie exporte aujourd'hui vers plus de 50 pays. Le laboratoire où nous nous trouvons a exporté l'an dernier dans plus de 30 pays. Il génère des ressources pour le pays, des ressources importantes. Les médicaments issus de la biotechnologie occupent maintenant la deuxième place au niveau des exportations du pays. Je parle en termes de matériel. Je mets de côté le tourisme et les services médicaux, qui sont des exportations de services. Donc, en tant que bien d'exportation, ce secteur occupe la deuxième place devant la canne à sucre, le tabac et la pêche. Il arrive devant les exportations traditionnelles de notre économie. Le secteur médical cubain a pu échapper dans une large mesure à l'embargo américain toujours en vigueur. Depuis 54 ans, ce blocus est une réalité avec laquelle vivent les Cubains. Et la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis n'y a pas mis fin. Malgré quelques assouplissements, l'embargo reste un frein majeur dans les échanges entre Cuba et le reste du monde. Comme un rappel à l'ordre, de lourdes sanctions tombent parfois sur ceux qui osent braver l'interdit. Les sanctions se chiffrent en millions. Le record est détenu par une banque française, BNP Paribas, qui a été condamnée il y a quelques années, en 2013 ou 2014, je crois, à une amende de 8,9 milliards de dollars pour avoir géré des actifs cubains. Le Crédit Agricole a lui aussi été sanctionné plus récemment. Les banques françaises ont été particulièrement victimes de cette politique. Et en toute logique, cela conduit à une situation très compliquée, car personne n'ose, sauf à prendre d'énormes risques, faire des affaires à Cuba. Quelles sont les conséquences sociales des transformations économiques ? Et si les brusques mutations allaient peu à peu briser les liens et la solidarité existant jusqu'ici entre les Cubains? L'égalité deviendra-t-elle un vieux concept utopique? Au-dessus même du mot liberté, la Révolution avait toujours brandi le mot égalité, comme un drapeau et un programme. L'égalité fut longtemps le socle de la société cubaine, une valeur non négociable. Mais depuis les années 90, seules les conquêtes sociales de la Révolution, à savoir l'éducation, la santé, le livret d'alimentation et le plein emploi, sont parvenus à maintenir une certaine égalité. Et les chiffres des Nations Unies montrent des indices de développement humain supérieurs à celles des autres pays de la région. En 2015, Cuba occupe la 33e place sur 188 pays pour l'espérance de vie à la naissance et la 30e pour le niveau de scolarisation. Les conquêtes sociales ont été préservées. C'est très clair et très évident pour les Cubains. La santé et l'éducation restent gratuites, quelles que soient les circonstances. L'histoire des 20-25 dernières années l'illustre parfaitement. Je pense qu'aucun autre pays au cours du siècle écoulé, ni même dernièrement, qui aurait perdu 35% de son produit intérieur brut en 3 ans, n'aurait fait de même. Malgré cette situation, les autorités cubaines ont maintenu la gratuité de la santé et de l'éducation pour le peuple, ainsi que le carnet d'approvisionnement avec un ensemble de prix subventionnés. Si l'État cubain ne réussit pas à augmenter ses richesses dans un contexte de crise économique persistante,
Combien de temps cette politique sera-t-elle encore possible? N'est-on pas à la veille d'une nouvelle fracture sociale? Jusque dans les années 80, nous avons connu une société très égalitaire, ou pour être plus précis, avec un degré minimum d'inégalité. Nous avions un indice de mesure des inégalités qui ne dépassait pas 26 points. Mais la crise des années 90, à laquelle il faut ajouter les stratégies pour sortir de cette crise, et la période de réforme que nous connaissons en ce moment, tout cela a eu pour conséquence d'augmenter ce degré d'inégalité. Cet indice est actuellement proche de 40. Sur cette même base, la région latino-américaine se situe entre 50 et 55. Cela veut dire que nous sommes en train de nous normaliser, mais dans le mauvais sens. Nous allons vers une plus grande inégalité. C'est un chiffre sans précédent dans l'histoire de la Révolution. La population a commencé à vivre avec cette augmentation des inégalités et le phénomène s'amplifie. Les signes de cette inégalité deviennent visibles. Les anciens quartiers riches des années 50 donnent parfois l'impression d'être déjà situés quelque part entre New York et Berlin. Avant, à la Fabrica, on filtrait de l'huile. Aujourd'hui, l'usine est devenue un lieu d'exposition et de spectacle où se bouscule une jeunesse dorée qui adopte déjà un nouveau mode de vie. L'origine des inégalités fut un temps l'argent que les Cubains de la diaspora envoyaient à leurs familles. Peu à peu, c'est l'essor du tourisme qui a creusé le fossé. Les Cubains de 1997 voyaient 300 000 touristes par an. Ceux d'aujourd'hui en voient 3 millions, qui viennent avec leur devise, bien sûr, mais aussi leur mode de vie, leur monde. Ainsi, une nouvelle ligne de partage se dessine entre ceux qui vivent des restaurants privés, des maisons d'hôtes, des clubs et des taxis, et le reste de la société, les paysans, les travailleurs de l'État et autres laissés pour compte de l'ouverture. En ce 1er mai 2016, les Cubains sont là comme toujours pour marcher dans les rues de La Havane, défilés de travailleurs organisés par entreprises ou bataillons. On est même joyeux de se retrouver à cette fête rituelle de la Révolution. Mais une partie croissante de la population, elle, est fatiguée. Chez Marina, le 1er mai défile à la télévision. Personne ne s'est déplacé au rendez-vous jadis épique, place de la Révolution. ¿Cuánta gente vive en la casa? Bueno, actualmente estamos viviendo 11 personas. Salud. ¿Y cómo hacen para comer? Bueno, yo trabajo en una cocina, de ayudante de cocina. Yo lo que gano ahí son 240 pesos mensual. Y con eso pago la luz, el agua y lo que pueda, una galletita, un refresco para la niña, que es lo que, porque ya, eso no alcanza para más nada. De la luz aquí viene 240 pesos, pero no lo paga uno solo. Se ponen entre todos y se paga. Es lo que sucede, porque si lo va a pagar uno solo, imagínate con 200 pesos y pico que gana, no puede pagarlo.
todos se ponen y lo pagan, que es lo que pagan ellos aquí, porque entonces ya yo voy pagando el gas, que es poquito, entonces yo pago el gas, el teléfono, que viene poco también. A los demás pesos siempre aquí ha sido la luz. Bajó el precio del aceite, que le bajaron 10 kilos. Bajó el precio del pollo, que la libra valía 25 pesos, ahora vale 19 pesos. Bajó la carne de 40 a 35, pero aumentaron en los cigarros, en la bebida. ¿Este departamento es propiedad de ustedes? Sí, es propiedad. Nosotros vivíamos en La Habana Vieja, allá. Y aquella casa estaba en mal estado y se cayó, la cocina se derrumbó. Y mi mamá fue al gobierno, habló con Eusebio Leal, mandó carta para el Comité Central, hizo una pila de gestiones y le dieron que buscar una vivienda que se acomodara, porque éramos muchos allá también, y aquello era un apartamentico chiquito, y encontramos esta casa. Marina está en todo, está como Mireia. Sí, ¿no? En todo menos lo de ella. Marina a trouvé sa maison dans le quartier pauvre de Jesus Maria, à quelques rues du centre touristique de la Vieille Havane. Malgré la proximité des deux quartiers, un mur invisible les sépare. Dans celui de Marina, les Noirs vivent plus nombreux, sans possibilité d'accéder aux meilleurs emplois. Les dernières données officielles sur la pauvreté à Cuba indiquent un pourcentage de pauvreté urbaine de 20%. Cette étude date de plusieurs années. Il n'y a aucune nouvelle donnée officielle, mais ce chiffre ne devrait pas avoir diminué. Il est même possible qu'il ait augmenté avec les dernières réformes. La moitié de la population cubaine vit avec un salaire que le président du pays lui-même reconnaît comme insuffisant pour couvrir les besoins de base. C'est si grave que le président Raúl Castro a décrété cette année une augmentation du salaire moyen, le faisant passer à 800 pesos cubains. La subsistance est devenue un problème quotidien harassant. Ce n'est pas nouveau, mais par contre les Cubains n'hésitent plus à l'évoquer. C'est un des thèmes repris par les jeunes vidéastes sur les sites internet de plus en plus nombreux. No está equiparado salario con lo que uno puede adquirir. Que están muy altos, porque no hay un control de precios en ninguno de los mercados, los que son estatales y los que son cooperativos. ¿Por qué? ¿Le parece muy caro? Mais l'endurance est à Cuba un exercice qui se vit dans le rire. Si Panfilo s'est joué au domino avec Obama, il s'est aussi joué avec les nerfs de la bureaucratie. Ces questions sont celles de toute une population. A ver, Pablo Epifanio, a ver. Según tengo entendido, usted está preocupado por los precios de los productos agrícolas. Sí, pero yo solo no. En este barrio hay una pila de gente preocupado con ese problema también. Bueno, Pablo Epifanio, quiero decirle que para eso yo tengo una explicación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es? ¿Se puede saber? Bueno, siempre le he dicho que hemos tenido problemas con los fertilizantes. Dale con los fertilizantes. Ya metí los fertilizantes a Facundo. ¿Qué problema con los fertilizantes? El problema con los fertilizantes siempre ha existido y las cosas no han estado tan caras como ahora. Pero bueno, ¿qué me dice de los ciclones que nos azotan? Dígame. ¿Azota qué? Que ciclones ni ciclones, Facundo, si hace rato que por aquí no pasa ningún ciclón. Caramba, Pablo, caramba, óigame, usted parece que lo que quiere es que me come el león. Óigame, que... Quiero que me explique, quiero una explicación. Aquí está, todas las explicaciones están aquí. Mire, ¿qué me dice de los altos precios del petróleo en el mercado internacional? Mire usted mismo. Facundo, a ver, pero ¿desde cuándo usted no lee el periódico? Si el petróleo en el mercado internacional ha bajado desaforadamente. ¿Ah, sí? Bueno, hay algunas explicaciones que voy a tener que actualizar. Ay, Dios mío. Depuis 5 ans, quelques petits centres commerciaux ont timidement poussé. On y trouve des cosmétiques et des machines à laver qui viennent de Chine. Pour ce nouveau Cuba,
Il fallait un nouveau langage. L'actualisation du socialisme a amené l'actualisation du vocabulaire. Dans le discours politique, l'expression « nous sommes tous égaux » se transforme en « droit à l'équité » ou « l'existence de l'équité ». Je pense que ce changement dans la terminologie représente une reconnaissance du fait que, effectivement, nous ne sommes pas égaux, ou que nous ne sommes pas tous égaux. Mais il existe une série de garanties qui font que la vie quotidienne des Cubains n'arrive pas à des niveaux d'insécurité, des niveaux d'inquiétude extrême, comme de tomber dans la pauvreté, n'avoir plus de toit ou plus rien à manger. Être pauvre à Cuba ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'être pauvre ailleurs en Amérique latine. Les Cubains qui ont fait des séjours à l'étranger sont nombreux à le constater. Ici, il y a de nombreux problèmes, mais des problèmes de nature différente de ceux d'autres sociétés. Je vis actuellement en Équateur, un pays dans lequel il est tout à fait normal de voir un enfant à un coin de rue vendre des mandarines 8 heures par jour, ou des mères porter un enfant sur le dos pendant 12 heures. Je ne voudrais pas que Cuba devienne comme ça, jamais. Pour mes enfants, mais pas seulement mes enfants, pour tous les Cubains. Nous ne voulons pas que notre société conduise à une violence terrible avec des mafias de la drogue ou autres. Il y a beaucoup de choses à préserver dans cette société. Si l'attachement à des valeurs anciennes persiste encore, le mouvement des réformes entraîne tout le monde dans son sillage. Dans les quartiers pauvres, les toits sont des refuges. Vivre est une bataille plus dure qu'ailleurs, mais l'espoir est palpable. Tout manque, sauf peut-être les rêves et les mots de la colère. Que el cubano está esperando eso hace mucho tiempo, un cambio. Hay personas mayores que a lo mejor no lo vean, otros que lo vean tarde, pero nosotros los jóvenes creo que tenemos que tener esa esperanza y ese optimismo en que algo bueno puede llegar a pasar. Tarde que temprano siempre pasa en este gobierno, en el otro, así como se empieza. Padre, ¿tú no viste lo que dijo Fidel en el periódico? Todo está rico. Obama vino aquí, tremenda sabrosura. ¿Qué te metió Fidel ahora, sí? ¿No viste lo que estaba en el periódico? Nosotros no necesitamos nada de los yanquis. Es Cuba no necesita nada de los yanquis. Ya, coño, compadre, ya está uso, serio, coño. Tú no, nosotros sí necesitamos. O entonces darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Viste? Tú no necesitas, que tú estás sabroso. Pero nosotros qué? Nosotros sí lo necesitamos. Porque el cubano que mira no necesita nada. Coño, hasta uso. Porque el poco que estamos comiendo creo que es de Estados Unidos. Vaya, me parece a mí. Los tiburones del océano están vivos gracias a los cubanos. Que han querido brincar para Estados Unidos y no han llegado. Carne fresca. Pero bueno, nosotros no perdemos la fe que esto cambie. Hay que seguir viviendo para seguir viendo la realidad. Porque, imagínate, muchos cubanos han querido que esto cambie y eso... Yo no, yo soy joven, yo empiezo ahí, yo tengo 20 años, pero yo espero alguna vez que esto cambie. No aparecen en ningún centro turístico porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana, para el extranjero fácil, donde casi todos los autos que pasan son taxis. Oh, mi Habana, no sé si esto es un malecón, una distracción, una extensa oficina de inmigración, la que ha cambiado al Che Guevara por dinero. Ahorita sale a la venta una foto de él en cuero. La Habana de adoquines, cines, bicicleta, feria, agrodispensadas, pipas, chipetren, histeria, Cerro Marianao, Luyanó, Buenavista y los demás barrios humildes que no salen en revista.
Les bouleversements économiques et sociaux seront-ils accompagnés de changements politiques? Les travaux entrepris sur le Capitole cubain, futur siège de l'Assemblée nationale, sont-ils le symbole d'une nouvelle époque? Après la mort de Fidel Castro, les réformes politiques se font d'autant plus pressantes que Raúl Castro et toute la génération historique, celle qui a fait la révolution, se retirent du pouvoir en 2018. Por inexorable ley de la vida, este séptimo congreso será el último dirigido por la generación histórica. Pronto deberé cumplir 90 años. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Fin. Comment seront désignés les futurs acteurs du pouvoir? Plusieurs annonces ont été faites dans le journal du parti. Constitution remaniée, nouvelle loi électorale, séparation des pouvoirs, mais toujours rien. Fait nouveau cependant, depuis quelques années, le débat politique public, autrefois sévèrement réprimé, est maintenant toléré. De nouveaux lieux accueillent les gens avides d'échanges. Des sites d'information comme Cuba Debate, des revues comme Temas, Cuba Possible multiplient les analyses. Des plateformes comme El Toque, Periodismo de Barrio, Cachivache sont animées par des jeunes qui font preuve d'esprit critique. Tout le monde parle tout le temps. Ce jeudi de mai 2016, c'est la revue Temas qui organise un débat dans le café littéraire Fraises et Chocolat et intervient qui veut. No se ha hablado mucho del impacto político en el conjunto de presiones que existen en la sociedad cubana acerca de la forma de la posibilidad de la libertad de expresión, la libertad de asociación. Sin embargo, desgraciadamente, este impacto no lo estamos viendo así. Souvent, les médias internationaux construisent un Cuba en carton-pâte. Un pays qui n'existe pas. Nous essayons de montrer le pays réel avec ses ombres et ses lumières. Les principaux thèmes de débat de la société cubaine ont été abordés. Le débat sur la réforme économique en cours, pas seulement la réforme économique elle-même, mais aussi le nombre de chômeurs qu'elle pourrait entraîner ou pas. Le débat sur la nécessité d'un parti unique ou de plusieurs partis. C'est un sujet toujours d'actualité à Cuba. Comment construire le pluralisme au XXIe siècle? Le pays est toujours dirigé par un parti unique. Et ce n'est pas le 7e congrès du parti, en avril 2016, qui a changé la donne. Mais le pluralisme n'est plus un sujet tabou, y compris à l'intérieur du parti où coexistent déjà des visions différentes sur l'avenir du pays. En poussant la porte du centre de recherche Juan Marinello, un des nombreux lieux de débat, on peut assister à une réunion interne de militants qu'il aurait été impossible de filmer autrefois. Voy a ser categórico y así quizás se provoca un poco más la reflexión, y este ha sido el menos democrático de todos los congresos del partido. Por tanto, yo no creo que en Cuba hay un partido único. Yo creo que en Cuba hay varios partidos dentro de ese mismo partido. Sí ha demostrado que al interior de sí hay una pugna democrática. ¿Cómo ese partido único podría considerarse un partido de la nación? Insinuaría que a lo mejor hay que pensar en que necesariamente va a haber gente que no va a estar representada por ese partido único, aunque quiera representar la mayor cantidad de gente posible. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener ese partido para realmente ser el partido de la nación? Y viene una pregunta, que voy a hacer yo, estoy hablando, y es, ¿realmente en ese congreso estaba representada la nación? Con hacer estadísticas de cuántos negros, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos de Oriente y cuántos de Occidente, esa es toda la posibilidad de narrar la nation cubane? Yo creo que no. On entend de plus en plus l'expression démocratique. Et le mot démocratique commence à apparaître dans les documents officiels. Mais pas toujours.
Récemment, au Congrès, un camarade a suggéré d'ajouter le terme démocratique à un document, et un autre camarade lui a dit que non, que c'était le terme de l'ennemi. La notion de multipartisme n'est pas si simple, car son fonctionnement aujourd'hui s'apparente à une privatisation de la politique en raison du mécanisme de financement des partis et de l'élitisme qu'il génère. Ceux qui détiennent le pouvoir politique sont soit des grands millionnaires, propriétaires de l'économie, soit des groupes politiques qui, de manière bureaucratique, s'arrogent les décisions politiques. La possibilité de faire de la politique, de changer les choses à travers la politique, quand cette dernière n'est pas soumise au marché ni soumise à la bureaucratie, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher et à laquelle les gens peuvent adhérer. Ce n'est pas juste un joli mot, mais c'est utile pour vivre réellement de manière différente, pour refaire de la politique un bien commun. À La Havane, beaucoup de jeunes et d'étudiants se sont jetés dans cette vague nouvelle, avides de s'approprier la politique, de participer à la vie publique. Nuestro sistema tiene que ser más participativo y eso es lo que realmente va a fortalecernos como cubanos y como proyecto social. Queramos llamarle como queramos llamarle, si es socialismo cubano o es capitalismo a lo cubano o es comunismo a lo cubano. Es decir, poco a poco, ir cambiando la mentalidad, crear espacios. Es que ellos hablan de eso, pero no acaban de cambiar su discurso. Ellos todo el tiempo están hablando de la misma manera, hablan desde el mismo tono, desde la misma posición. Sí, en el Congreso todos están hablando igual que Fidel o parecidos, jóvenes, personas de 70 años, personas de 50 años, todos hablan desde una misma línea. ¿Sabes? No, tienes que llegar a la gente, por eso Obama de alguna manera causó sensación. Claro. Primera persona todo el tiempo, primera persona. Es genérico todo lo que hablan, de alguna manera, ¿no? Pero un conflicto y una contradicción muy grande. El Ministerio de Cultura lo acaba de dar, yo supongo que ustedes sabrán más de eso, por el ICAI, el derecho de filmación de Rápido y Furioso en La Habana. Sí, claro. O sea, ¿cuánta gente en La Habana estaba a favor de eso? La cosa es que tú abres la puerta y por la puerta entra todo, ¿entiendes? Entra PayPal, que hace falta, entra Google, que hace falta, porque este país tiene que mejorar en la tecnología y la tecnología de la comunicación mucho más. Pero como mismo entra toda esa gente, entra Chanel, entra Jennifer López, entra el otro, porque vienen juntos, vienen con lo mismo, porque son la misma cosa, ¿entiendes? Lo que estamos abriendo la puerta a una forma de ver la realidad, a un sistema económico, un sistema político, un sistema ideológico. ¿Qué vas a hacer del periodismo? Está difícil. ¿Por qué? ¿Cómo que no sé, es que todo, es que hacer un blog, pero a ver, esto está esto de los Pereira. Eso de los blogs y todo eso está bien, pero realmente ¿por qué no en los medios nacionales? ¿Cómo tú consigues que todos los medios que se consideran oficiales prácticamente pertenezcan solamente a un partido o a una organización política y de masa? Hacer periodismo 10 años atrás aquí en Cuba, era una odisea. Era Grama Juventud Rebelde, de ahí no pasaba. Hoy ya hay otros medios. Por lo menos tiene un blog, con esa pequeña apertura de internet que hay. Hay otros medios que... Pequeña diferencia. Pero sí, hablamos de la libertad de expresión, libertad de prensa, pudieras expresarte sin temor a tener alguna, digamos, exacto. Y romper el miedo, ¿no? Hoy en Cuba está habiendo un debate. Beaucoup de jeunes participent au débat. Ce que nous n'avons toujours pas réussi à faire, c'est que ces débats soient visibles et qu'ils s'affichent. C'est souvent la raison pour laquelle il y a cette vision manichéenne qui n'est pas réelle, d'un Cuba où le débat n'existe pas, où il n'y a pas de discussion. Cuba est aujourd'hui plus ouvert que jamais et s'ouvrira à l'avenir davantage encore. Toute censure est impossible, on ne peut rien censurer. Les informations arrivent de partout et circulent, et le phénomène va encore s'amplifier. La société cubaine aujourd'hui prend un chemin de liberté
où le retour en arrière semble impossible. Et même si le contrôle et le harcèlement des dissidents continuent, la peur, celle qui paralysait, a disparu. Depuis la loi migratoire de 2013, les Cubains peuvent voyager librement à l'étranger et y travailler. Plus rien ne semble devoir arrêter l'arrivée du monde. Les visiteurs étrangers venus en quête d'un pays hors du temps sont saisis par les modes globalisés qui surgissent ici et là dans la ville. Qu'on le veuille ou non, comme les Africains, les Espagnols et les Chinois, la culture nord-américaine est arrivée chez nous avec sa conception du confort et de la modernité. Toute cette culture se retrouve dans notre pays. Heureusement, cela nous a vaccinés. Quand j'étais enfant, je voyais à la télévision des dessins animés soviétiques, mais je voyais en même temps Donald Duck. Cette idée d'un Cuba solitaire, isolé, est fausse. D'abord, 400 000 Cubains vivant aux États-Unis viennent chaque année. Et depuis le début de l'année, en 5 mois, plus de 100 000 Nord-Américains sont venus. Le niveau d'échange d'informations est tel qu'il est impensable d'imaginer Cuba comme une île repliée sur elle-même, une galaxie solitaire. Les États-Unis ont autorisé en 2015 l'aide technique aux télécommunications cubaines. Mais pour l'instant, l'accès à Internet reste réduit et cher. Débrouillards et ingénieux, de jeunes Cubains ont créé El Paquete, une offre hebdomadaire de films, séries, jeux et télé-réalités venant des chaînes internationales et qui commercialisent partout dans l'île sur des disques durs et des clés USB. Ce paquet est toléré par les autorités. Son succès populaire est source de débats passionnés. Les uns applaudissent la première télévision libre au milieu des médias d'État. D'autres, en revanche, dénoncent une influence culturelle néfaste, les programmes étant en majorité américains. The whole point of normalizing relations is that it gives us a greater opportunity to have influence with that government than not. We will be in a better position, I think, to actually have some influence. And there may be carrots as well as sticks that we can then apply. Cela veut dire que cette stratégie de la carotte et du bâton reste encore présente dans la conception et la mise en œuvre de la politique américaine envers Cuba et envers l'Amérique latine en général. Avant, l'idée de base de cette politique était de faire pression de l'extérieur. Maintenant, le but recherché est de décaler progressivement cette pression sur la scène nationale cubaine. Les États-Unis pensent que la pression se fera surtout à partir des échanges culturels, grâce à une présence accrue des Nord-Américains à Cuba et des Cubains américains. Cela devrait en quelque sorte démontrer le magnétisme économique et culturel de la société nord-américaine. Ils pensent que nous, Cubains, serons tous séduits par cette influence, que nous verrons les avantages du capitalisme et que cela conduira la population cubaine elle-même à faire pression sur son gouvernement. Dans le sillage du voyage d'Obama, les entrepreneurs américains s'impatientent déjà aux portes du marché cubain. Mais le retour à des relations non conflictuelles est encore loin, et l'élection de Donald Trump à la présidence peut ralentir encore le processus. La Havane demande la restitution de Guantanamo, enclave américaine à la pointe de l'île, et surtout la levée totale de l'embargo économique. Mais celui-ci est devenu avant tout un enjeu politique interne aux États-Unis. À Miami, les anticastristes s'activent toujours. Mais les partisans du maintien de l'embargo s'affaiblissent. Et les lobbies pour la liberté commerciale, comme les entreprises regroupées au sein de Engage Cuba, savent faire campagne. Guess what? Americans are allowed to travel to North Korea. It'll take 25 hours, but you can go, if you want to. But Americans can't book a flight to Cuba. It's actually against the law. And for U.S. businesses, another no. Because government trade restrictions stop American companies from competing.
It's been over 50 years. Isn't it time for a change? Les Américains ne supporteraient pas, tout comme moi, de maintenir un autre peuple à genoux, que ce soit par la force militaire ou économique. On veut que ça s'arrête. Une fois les portes ouvertes, l'argent coulera à flot. Prenez cet immeuble, par exemple, au bord de l'eau, avec ses enfants. Moi, je vois bien un Starbucks ici. Dans ce présent qui annonce une bataille à venir, le risque est tangible d'atteindre le mode de vie des Cubains. Mais à Cuba, l'enjeu a aussi une dimension politique plus profonde. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Je crois que le défi idéologique et culturel va venir de là, de ces tentatives d'amener la société cubaine vers une forme de néolibéralisme et de marchandisation totale. Et là est le grand danger. L'être humain, ni à Cuba ou ailleurs, n'est programmé pour consommer ou programmé pour le capitalisme ou pour le profit maximum. C'est une vision très pauvre de la nature humaine. Il y a une part d'incertitude que nous devons intégrer. Certains pensent qu'on est en train de tout détruire. Ils voient de nombreux dangers dans les réformes en cours. Et en effet, il y a des dangers. Mais le plus grand danger, c'est l'immobilisme. Le plus grand danger, c'est de rester comme avant et de voir se désagréger d'un coup la révolution cubaine. L'instantané du présent laisse place au clair-obscur. Seul le tracé des icônes de la Révolution reste encore visible. Cuba est à l'heure d'un choix décisif dont la mort de Fidel Castro et la nouvelle donne américaine renforcent l'incertitude. Un des derniers pays d'économie non capitaliste se métamorphose sous nos yeux. Cette île, fière d'avoir créé une autre vie à quelques kilomètres des États-Unis, va-t-elle pouvoir encore une fois inventer une voie singulière ? Cuba, depuis sa naissance, a bâti son histoire contre sa géopolitique et